Chers abonnés d'Omerta, bonjour et bienvenue. Nous sommes le 1er septembre, c'est la rentrée. Alors, bonne rentrée à vous tous. Bonjour également à nos abonnés de la chaîne YouTube d'Omerta. Et nous vous retrouvons cette année avec le premier grand entretien. Et quoi de mieux que d'avoir notre vedette d'Omerta, André Berkoff. Alors, André, merci d'être venu jusqu'à chez nous. Vous n'êtes pas très loin. Vous étiez Sud Radio. Vous avez fait Sud Radio ce matin. Et vous voici sur Omerta. Alors, on vient de passer un été tranquille, avec des choses. On a entendu, il y a eu des parenthèses musicales, Michel Sardou, Médine, qui ont déteint sur notre politique. Vous en avez pensé quoi de cet été ? Ben écoutez, j'ai pensé que quand on n'a pas envie de parler des choses qui comptent, on égrène les écumes qui comptent peut-être, mais un peu moins. Alors, en même temps, ça traduit tout ça. C'est vrai, la polémique Sardou, la polémique Médine, etc., traduit en fait le malaise dans notre chère civilisation française, si on peut encore parler de civilisation française. Il y a effectivement des malaises communautaires, des malaises woke, des malaises de bien-pensance, etc. Et ils s'expriment comment ? À travers un certain nombre de faits. L'histoire Sardou est magnifique, hein, je veux dire. Je suis content que ça soit passé, je vais faire un très mauvais jeu de mots, à l'occasion de Connemara. Je prends la première syllabe et ça montre bien où on en est au niveau du niveau. Et Médine, bon, là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, on ne regarde plus ce qui s'est vraiment dit, c'est l'étiquette. Vous savez, l'assignation à résidence. Médine est un racisé, il est donc effectivement d'un camp juste et du bien. Ce qu'il a dit à certaines choses, il y a quand même certaines choses assez borderline, mais bon, c'est pas très grave. Et les autres, en plus, en mettent « Ah, non, il faut l'interdire, etc. » C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation... Ça a toujours existé. Mais je veux dire, Régis, ce qui est passionnant, et hélas préoccupant, c'est l'hystérisation du débat. Il y a une véritable hystérisation du débat. C'est-à-dire que où vous êtes dans le camp du bien, vous êtes dans le camp du mal. Or, la réalité, vous le savez aussi bien que moi, elle n'est ni bien ni mal. La réalité, c'est le réel. Vous avez réagi particulièrement dans ce cadre-là, justement, des étiquettes, ou d'être dans le bon camp, ou dans le mauvais camp, énormément, avec beaucoup d'émotions sur l'affaire du petit Émile. Alors, parlez-nous, racontez-vous, pourquoi ça vous a touché particulièrement ? Ça m'a très profondément touché. J'étais, je dois dire, mais écœuré, parce que vous savez, cet enfant qui est de 2 ans, mignon, etc., qui a disparu depuis 2 mois, les parents ne voulaient pas parler et ils donnent une interview à Famille Chrétienne, l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Très bien. Et on dit que ce sont des parents très catholiques, très, je veux dire, catholiques traditionnels, etc. Et je vois sur BFM une journaliste de Libération, enfin une chroniqueuse, je ne sais pas, de Libération, qui dit carrément, il dit oui, effectivement, mais il y a un problème, c'est que, attention, ce ne sont pas, et j'emploie ces mots, des cathos ordinaires, ce sont des cathos qui suivent le côté, effectivement, très traditionnaliste, et, évidemment, le mot sort extrême droite. Donc, et elle dit, vous comprenez, il y a un malaise avec ça, ils ont donné une interview, mais enfin, malaise. Mais le malaise, il est où et dans quelle tête? C'est-à-dire que si j'écoute cette dame qui a parlé dans une télévision mainstream, c'est-à-dire qu'il y a les bons cathos et les mauvais cathos. Il y a les gens, en tout cas, il y a les bébés, ou les bébés, ou les jeunes, etc., sur lesquels on fait énormément de scandales, et avait raison parce qu'ils ont soit disparu, soit ils ont été tués, et encore une fois, c'est très légitime de réagir. Et les autres, ah oui, mais c'est un catho tradit, donc il y a un problème, il y a anguille sous roche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des victimes à 2 vitesses, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Il y a les bonnes victimes, évidemment, qui sont dans le camp, dans le bon camp, et puis il y a les mauvaises victimes. Si vous voulez, Régis, moi, ce qui me fait réagir toujours, c'est cette indignation à géométrie variable. Ce sont ces 2 poids, 2 mesures qui consistent à dire, et c'est ça l'hystérisation du débat, et c'est ça qu'on veut, et je ne sais pas qui veut, mais on veut diviser en disant, voilà, oui, mais vous n'êtes pas de mon camp, donc, quelque part, vous n'avez pas droit à la parole. Quelque part, vous devez disparaître. Quelque part, vous n'êtes même pas, vous n'êtes même pas digne de discuter. Vous êtes assigné à résidence. Eh bien, écoutez, on assigne à résidence les criminels ou les gens qui ont fait. Or, ce petit Émile et sa famille, ce ne sont pas les criminels. Ce sont des cadeaux tradis. Excusez-les, ils ont le droit d'être catholiques, pratiquants à leur manière. Alors, autre exemple assez incroyable, stupéfiant, bluffant,
qui s'est produit cet été, enfin 2 événements qui n'ont absolument rien à voir, mais dont le temps d'antenne a été, je dirais, inversement proportionnel par rapport à l'horreur. Je pense à l'affaire de Cherbourg, où cette femme a été violée chez elle avec un balai, a eu l'intestin perforé, au point que le personnel hospitalier en avait les larmes aux yeux quand elle est arrivée aux urgences. Elle est encore aujourd'hui entre la vie et la mort. Et puis, d'un autre côté, donc très peu, on voit la personnalité du violeur, on comprend ce qui s'est passé, on en parle à mi-mot, sa photo apparaît, aucune indignation réelle, rien du tout. Et puis, à côté de ça, un drame beaucoup plus léger, jugé de sexisme, où on voit ce sélectionneur de l'équipe de foot féminine espagnole qui fait un smack un peu forcé à une... Et là, ça devient une affaire nationale. Bah, écoutez, ce que vous soulignez, et avec tout à fait raison, c'est que je crois vraiment que si on ne fait pas attention, et je crois qu'on est assez mal barré, c'est qu'il y a un peuple qui se meurt. En tout cas, il y a une opinion publique, il y a une puissance publique qui devient impuissance. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est le bon et le mauvais camp. Cet entraîneur espagnol, effectivement, il a peut-être, c'était pas très de bon goût, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais quand on compare à ce qui s'est passé, par exemple, et à juste titre avec Naël, tué par un policier, effectivement, ça ne pouvait pas se passer, pour prendre l'exemple de Naël, où il y a eu les manifestations, il y a eu des choses de grande ampleur, il y a eu condamnation, rappelez-vous, par le président de la République, par la première ministre, etc. Très bien. Mais quand on voit cette personne dont vous parlez à Cherbourg, cette jeune femme, mais littéralement empalée, enfin, et alors là, oui, c'est terrible, c'est vrai que c'est terrible, mais si vous voulez, c'est comme, je ne sais plus quel metteur en scène, qui était dans une émission de télévision, qui a dit « Ah oui, c'est terrible, mais c'est un fait divers ». C'est-à-dire que quand il s'agit d'une certaine catégorie de la population, c'est un fait divers. Quand il s'agit d'une autre catégorie de la population, c'est un drame national. Moi, j'aimerais que tout soit drame national. Toute mort, qu'elle soit de quelque ethnie, de quelque religion, de quelque communauté qu'elle soit, tout acte de haine, de meurtre est une injustice. Qu'elle soit un blanc, un noir, un arabe, un juif, mais c'est pas le problème. Comment vous pouvez avoir, ce camp soi-disant du bien qui passe son temps à donner des leçons de morale à tout le monde, comment il peut faire de la discrimination? Comment il peut faire, pardon, les Mengele de sous-préfecture? Comment on choisit ses victimes? Mais c'est inadmissible, c'est lamentable. Moi, je comprends pas ça, vraiment. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe vraiment, c'est cette espèce d'acceptation d'une discrimination qu'on appelle positive, discrimination glauque et immonde. Alors, on a commencé l'été dans la violence, avec les émeutes. Vous avez rappelé l'affaire Naël, ces 3 jours d'émeutes qui ont coûté, là, je crois que le chiffre est tombé, 1 milliard d'euros en termes de dégâts, qui ont causé plus de dégâts en 3 jours qu'en 3 semaines lors des précédentes émeutes de 2005. On a l'impression que la chape de chaleur estivale est venue, et de vacances est venue un petit peu se mettre sur ce chaudron, et que tout le monde s'interroge un peu sur ce qui va se passer à la rentrée. Je voulais vous interroger sur et Emmanuel Macron dans tout ça. Est-ce que là, il vient de recevoir dans des discussions sans fin les principaux leaders de parti. Il y a eu, encore une fois, comme précédemment avec les Gilets jaunes dans le précédent, un moment de panique du gouvernement au moment de ces émeutes, parce que la BRI, le RAID, le GIGN ont été appelés à la rescousse. Ça ne fait pas leur boulot pour essayer justement de mettre un terme à ces émeutes. On a vu jusqu'à 25 000 policiers monopolisés pour essayer de calmer tout ça. Plus, ouais. Donc on est dans des proportions incroyables. Et là, on a un président. Où est-ce qu'il va, ce président-là? Écoutez, là, il y a 2 niveaux de réflexion, effectivement. Le premier, si on prend comme ça, c'est tout à fait fascinant. Ça me rappelle le film Théorème de Pasolini, où quelqu'un arrivait et séduisait toute ta famille. Le père, la mère, la grand-mère, etc. Et la fille. Macron, c'est à la fois, je dirais, c'est le prototype magnifique du stagiaire séducteur. Stagiaire, moi je l'avais dit en 2017 quand il est arrivé, c'est intéressant, on a un stagiaire comme président de la République.
Bon, ça fait déjà 6 ans de stage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il réagit toujours par la séduction. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus frappé, Régis Le Sommier, dans ce qui s'est passé hier, c'est qu'il les a reçus pendant pratiquement 10 heures ou 12 heures. C'est-à-dire, tous les leaders politiques, pratiquement, sauf un ou deux qui ne sont pas venus, sont restés 12 heures. Et ça a couché de quoi, la montagne? De quoi? D'une souris, oui, on va voir, pour les salaires les plus bas, etc. Et ce qui est extraordinaire, et moi je vais vous dire ce qui me frappe le plus, pas un de ces leaders politiques quand même, aurait pu sortir au bout de 3 heures en disant « Attendez, vous nous convoquez, très bien, on vient, c'est normal, vous nous appelez, mais pour parler de quoi? Pour parler du fond, etc. » Bon, apparemment, en tout cas, ils sont tous sortis, vous dites « Oui, on a écouté, ils ont dit « Ah oui, mais il n'y avait pas rien de spécial. » Mais pourquoi? Et c'est vraiment là, Régis, où on a quelque chose de fond. Où sont les réactions? On dit la passivité du peuple français. Mais moi, cette passivité des leaders politiques qui restent pendant 12 heures à écouter quelqu'un qui lui dit quoi? Alors Macron, où il va? Je crois que Macron, il est à la fois un pragmatique et il est quelqu'un qui est là comme, je dirais, une espèce de... Il a la plasticité. Lui, il est vraiment dans la communication la plus totale. Il essaye de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et après, c'est Orwell, c'est-à-dire Bruno Le Maire. On est dans la meilleure situation économique qu'on a connue. L'inflation, on connaît les vrais chiffres. Vous les connaissez comme moi et tout le monde les connaît d'ailleurs. Bon, vous avez ce côté où Macron, moi ça m'a frappé, il s'invite aux BRICS. Vous savez, au colloque des BRICS, des BRICS, et on lui dit « Non, non, monsieur, on n'a pas besoin de vous. » Mais comment peut-on se mettre dans la situation de se faire envoyer paître? C'est-à-dire que la France, c'est quand même pas le plus petit, c'est pas l'Andorre, pardon, j'ai rien contre l'Andorre, ou le Liechtenstein, quand même un pays qui a, bon, on va pas l'énumérer. Et Macron, en fait, réagit comme une espèce de... Comment dirais-je? Eh bien, moi, je vois ce qui se passe. Comment je peux mettre une cautère sur une jambe de bois? Comment je peux nettoyer l'océan avec une cuillère à soupe? Il y a quand même un problème, là. Alors, c'est pas que tout est mauvais. C'est qu'on a l'impression que cette personne-là navigue, il est là, il se dit « Attends, j'ai pas encore heurté de trop gros rochers, ça va, je passe entre les gouttes. Tant que je passe entre les gouttes, ça va. » Et d'ailleurs, vous avez vu ce qu'il a dit, là, chose qu'on a retenue. Ah, c'est une connerie d'aller pas garder le troisième mandat. Il en redemande. Il en redemande. Bien sûr, la place est bonne, la place est chaude, il n'y a pas de problème pour le moment, ça marche très bien. Mais il y a le destin d'un homme et le destin d'un pays. Est-ce qu'on va arrêter? Il ne fait que des débats. Les débats, les grandes assemblées, les conseils citoyens, etc. Mais ça suffit. Il n'est pas là pour ça. On leur dit à tous, il est là pour faire. On les paye pour ça. Parlez-nous de ce que vous faites. Et je ne ferai pas l'inventaire, vous connaissez comme moi, de ce qui se passe avec l'électricité, ce qui se passe avec, effectivement, Russie-Ukraine, on peut en parler. On va en parler. Ouais. Voilà. On va en parler. Mais c'est un président qui semble vouloir tout le temps gagner du temps, en fait. C'est ça. Au lieu finalement d'agir, comme vous dites, où il n'y a pas vraiment d'action décisive ou tangible, il y a ce gain de temps. Mais il est quand même, au niveau des institutions, un peu bloqué. C'est-à-dire qu'on a encore 4 ans avant la prochaine présidentielle, avant 2027. S'il veut passer des réformes, il va être encore notamment sur l'immigration, il va être encore obligé d'utiliser le 49.3. Il ne va pas pouvoir trouver de majorité. Ce simulacre de je parle à l'opposition pour essayer de trouver des positions communes, on a bien vu qu'il n'en accouchait rien, et il ne va encore rien en accoucher. Donc finalement, c'est un président qui a pieds et poings liés, mais qui est quand même obligé de gouverner dans une situation, et là, j'y viens, où la France semble quand même, je dirais, aux abois dans le monde. Non seulement aux abois, c'est un peu le cas de l'Europe. On pensait que l'Allemagne, vous savez, qui dirigeait tout cela, et vous avez vu qu'elle est victime d'une sacrée récession, et on commence à sentir, elle sent le vent du boulet, et quand je dis le vent, c'est plus que le vent. Mais qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'ils cherchent à gagner du temps, et on a l'impression, moi je vais vous dire ce qui me frappe le plus, Régis, c'est qu'on a l'impression qu'on a quitté la réalité. La réalité est là, certes, mais tout se passe comme si ce qui est important, c'est la perception. Nous, gouvernement, nous, pouvoir, nous, élite, nous, etc. Notre perception de la réalité qui compte. Or, le réel, il ne frappe pas la porte. Le réel, il est là, il ne frappe pas la porte. Oui, mais fermez les portes, fermez les fenêtres, c'est pas un problème pour le moment. C'est le type qui tombe du 60e étage, jusqu'ici, tout va bien. Eh bien, oui, jusqu'ici, tout va bien, mais à un moment donné, quand même,
quelques résultats tangibles. Et comme vous dites, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit très bien, on va parler de cela, mais l'Europe est en train de devenir un figurant. Elle a choisi de ne pas médiatiser entre la Russie et les États-Unis. Elle a choisi le camp, très bien, mais a choisi corps et âme le camp de l'Amérique. Sauf que dans cette histoire, et moi j'aime beaucoup l'Amérique, hein, c'est pas le problème. D'ailleurs, c'est de l'Amérique que viennent les contre-pouvoirs. Hein, oui, bien sûr. Là-bas, c'est respecté. Là-bas, voilà, là-bas, le contre-pouvoir et la liberté d'expression là-bas est respectée. D'ailleurs, c'est de là que viennent d'ailleurs tout ce qu'on apprend sur le Covid, tout ce qu'on apprend sur Biden, vous avez vu, enfin, alors que juste un mot, dans les médias mainstream, toujours pas un mot sur Biden. Non, bien sûr, pas un mot. Hunter Biden, on oublie. Voilà. On parle éventuellement des déboires de Trump. La guerre en Ukraine, pour s'informer, il faut lire le Washington Post ou le New York Times ou le Wall Street Journal. C'est pas dans Le Monde ni dans l'IB qu'on va savoir réellement ce qui se passe sur le terrain. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de... Alors ça, c'est ce qu'on apprécie dans l'Amérique. Alors, vous avez évoqué la situation de l'Europe. Moi, je voudrais quand même rester un tout petit peu sur la France, parce que quand je dis... On est passé sur l'international. On est passé sur l'international. Bon, on a eu, depuis le Mali... de août 2020, 5 coups d'État dans des pays qui sont, si on rajoute Afrique francophone. Afrique francophone, avec celui du Tchad, qui a été fait avec notre approbation, mais les autres ont été faits quelque part pratiquement tous contre nous. Le Gabon, il y a des phénomènes internes, il y a aussi la question de la lassitude de la dynastie Bongo, etc., etc. Mais cette baisse d'influence de la France dans le monde, la fin de Barkhane, la fin de la France-Afrique, le fait que nous ne sommes plus relevant, comme disent les Américains, sur demain, qu'est-ce qui va se passer? Le Brésil va nous contester la Guyane, Madagascar, les îles Éparses, l'Australie, les Kerguelen. Pensez que ça va aller à veau de l'eau, comme ça? Et que tout ce qui a représenté la France dans le monde... Mais je vais vous dire, et le problème là, il faut rendre justice, c'est pas Macron qui est responsable. Je ne dis pas que c'est Macron, d'accord. Non, mais vous avez raison. Non, je suis inquiet pour la France. Il y a un problème, c'est que je crois qu'il y a eu à un moment donné, chez nos élites, enfin nos élites actuelles, parce que les élites, moi je suis pour les élites, mais à condition que ce soit de vraies élites, et pas des élites qui sont là uniquement pour le pognon, et ils sont là pour le poste et pour l'auge. Ce qu'il y a eu quand même, c'est qu'on a l'impression, mais encore une fois, on ne va pas faire de psychanalyse d'école primaire, mais c'est vrai depuis quelques décennies que la France a renoncé à la France. C'est-à-dire qu'on dit, oui, d'accord, bon, bah, écoutez, comme dit Giscard d'Estaing, on est effectivement 1,2% de la population, je ne sais pas les chiffres exacts, ne nous haussons pas du col, nous sommes un pays moyen, et quand on disait moyen, ça veut dire un petit pays. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est vrai que la France, c'est pas, bon, pas la grande puissance, et puis on ne va pas faire de la nostalgie. C'est pas le problème, on s'en fiche. Le problème, c'est que du coup, ils ont adopté une politique de suiveur. C'est-à-dire, qui est aujourd'hui le pilote? Pendant très longtemps, c'est l'Amérique. C'est encore l'Amérique aujourd'hui. Donc, on va se rattacher au vaisseau amiral. Mais à ce moment-là, il y avait quand même un certain nombre de choses dont la France était... Et on l'a vu dans deux domaines. Vous parlez de géographie, je parlerai économie. Alstom et compagnie. Je veux dire, mais c'est très marrant, on l'a vu au Covid. Le Doliprane, tout ça à la Chine, les médicaments à la Chine, etc. Oui, écoutez, on se débarrasse de tout ça. L'industrie, c'est rien. Vive le tertiaire. Les masques, même, qu'on avait mis en point. Exactement. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'une philosophie qui a consisté à dire, écoutez, on est un pays moyen, mais dans l'industrie, tout ça, ça coûte trop cher, ça sert pas, les médicaments, tout ça, bon voilà. On va déléguer. Allez, on va vraiment faire de la prestation de service dans le monde entier. On a fait la prestation de service dans le monde entier et on a vu le résultat. Les mecs vous prennent les technologies, vous prennent tout ça et puis après, ils disent, allez les gars, maintenant. Et le plus beau quand même, nous achetons du gaz de schiste aux États-Unis. Oui. Vous savez qu'en France, c'est non seulement interdit de creuser, n'en parlons pas, mais d'explorer. Sinon, vous êtes un salaud de réactionnaire anti-écolo, etc. Bon, en revanche, on les achète. On achète du pétrole russe raffiné par l'Inde, on achète beaucoup plus cher que le pétrole qu'on pouvait acheter à la Russie. Formidable. Donc, pour moi, ça va au-delà. C'est une structure mentale, en tout cas une autoconviction, une prophétie autoréalisatrice qui a fait que, bon, écoutez, la France est un petit pays, donc voilà. Et je crois que c'est vraiment ça le problème. Et Macron, malheureusement, continue cela. Ouais. Et l'exemple le plus incroyable, parce que vous parlez de l'étranger, mais notre industrie nucléaire, à la faveur d'une crise de l'énergie,
ce mix énergétique français si particulier qui nous aurait permis, franchement, de survoler cette crise que nous venons de vivre avec la guerre en Ukraine. On sait auto-s'aborder. Ah, complètement. C'est une espèce de suicide en transe. Tout va très bien, Madame la Marquise. Enfin, on avait ce nucléaire français que Mesmer et De Gaulle, etc., avaient organisé. On avait l'électricité la moins chère du monde. On s'est retrouvés. Alors là, c'est autre chose. Nous avons eu un autre vaisseau amiral, l'Allemagne. Ah ben, il faut suivre l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'exemple formidable. L'Allemagne. D'ailleurs, l'euro a été maxé sur le Deutschmark. Bon. Mais on s'est retrouvé avec quoi? En disant, on va créer nos propres concurrents. Vous savez, la reine, intéressant. Hein, la reine, ça a été pour les taureaux, mais là, ça a été pour les génisses et les... Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le fait que on a laissé les Allemands qui étaient là, qui disaient, attendez, nous, on n'a pas assez de nucléaire, les Français, vous nous emmerdez avec ça, on va faire tout pour vous casser le nucléaire. Et il y a eu nos chers écolos. Il faut savoir que tout ça est venu de quoi, et Dominique Voynet en a parlé, etc., Jospin et tout ça, que comme la gauche avait besoin des écolos pour les élections, pour le truc électoral, on a tous cédé aux écolos. Voilà. Eh bien, oui, vous avez raison, le nucléaire, c'est dégueulasse, il faut finir avec le nucléaire. Rappelez-vous, toutes les déclarations, 50% de production nucléaire. Ah oui, mais il y a une guerre, tiens, on a besoin du nucléaire. Et en catastrophe, on refait et on rouvre les mines à charbon en plus, enfin les centrales à charbon. Saint-Avold. Donc, si vous voulez, je crois vraiment qu'on peut s'interroger, Régis, vraiment, sur cette propension d'un certain nombre, pas tous, hein, de gens intelligents, de gens quand même brillants, supposés être vraiment capables de tenir le gouvernail, de s'auto-saboter, ou en tout cas de nous saboter, de saboter un pays comme la France, pour des raisons mais complètement hallucinantes, quoi. J'arrive à un autre phénomène qui est dans lequel la France est une pièce, mais qui est ce que j'appellerais la désoccidentalisation du monde. On vient d'assister fin août là à je crois que c'était le 15e, parce qu'avant on les regardait pas trop, mais sommet des BRICS, donc à Johannesburg, mais qui a pris vraiment toute sa dimension. C'est-à-dire que vraiment la première année, alors les BRICS existent, hein, on les connaît, etc. Mais là, il y a quand je parle de désoccidentalisation, c'est-à-dire qu'il y a une alternative qui est proposée. Est-ce que cette alternative vous réjouit ou est-ce qu'elle vous inquiète? Écoutez, moi, ni elle ne me réjouit, très sincèrement, ni elle ne me réjouit, ni elle m'inquiète, mais elle est. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Je veux dire, encore une fois, c'est pas l'étiquette du réel qui m'intéresse, c'est le réel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est très intéressant. Vous avez vu que 11 pays ont rejoint les BRICS. Alors, c'est le début. C'est pas demain, ça va. Mais incontestablement, nous arrivons, Régis, à une période de bouleversement du monde et les plaques tectoniques se sont mis à bouger comme c'est pas arrivé depuis 100 ans. En tout cas, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment depuis 45. Ça fait donc 80 ans. Je veux dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, quand Narendra Modi dit, écoutez, moi, il y a un problème quand même qui va se poser, c'est que pourquoi moi, quand je vais traiter moi Inde avec la Chine, je dois passer par le dollar? Pourquoi moi, Russe, que je dois pétrer la Chine? Pourquoi et quand l'Arabie Saoudite s'est mise à vendre du pétrole à la Chine en yuan, c'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui s'est... Là, il y a eu un élément déclenchant. Pardon? Il y a eu un élément déclenchant. Absolument. Et l'élément déclenchant, c'est-à-dire avant même, parce que c'était le BRICS, avant la guerre russo, enfin avant la guerre en Ukraine. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que vous avez eu un certain nombre de pays. La Chine est devenue la Chine. Ils sont plus les pays en développement. C'est plus le tiers-monde en tant que tel. Tout ça a explosé. Et donc, on est dans le monde multipolaire, qu'on le veuille ou pas. Alors, on peut s'en réjouir, on peut avoir la nostalgie, ah là là, comme c'était bien quand c'était que l'Amérique, ou d'autres, quand c'était bien quand c'était la guerre froide, etc. Ben oui, d'accord, mais on est en 2023. Tout ça, c'est fini. En tout cas, c'est en train de se terminer, de s'effondrer. Donc, le problème, c'est que vous avez des narratifs auxquels un certain nombre de gens croient, y compris les gens qui nous gouvernent. Or, ces narratifs-là, qui étaient l'Amérique, c'est l'Amérique, le dollar, vous vous rappelez? Et pourquoi c'est pourquoi ça peut être très grave? Parce que l'Amérique, le culte du dollar, c'était son ADN, hein, depuis Bretton Woods, depuis, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils disent, mais les 30 000 milliards de dettes, nous avons 3 000 milliards d'euros de dettes. L'Amérique a 30 000 milliards d'euros de dettes et même plus. Tant que le dollar
Et la monnaie unique, la planche à billets peut montrer, aucun problème. Le jour où vous avez une monnaie alternative, c'est pas demain, mais ça peut être après-demain. Et là, vous imaginez un peu le résultat. C'est-à-dire l'Amérique peut être, pas en faillite, mais enfin, elle peut être dans une situation beaucoup plus difficile qu'elle est aujourd'hui. Donc, cette histoire-là, il faut le savoir. Alors, on peut encore une fois, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des sentiments là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est déjà là. C'est déjà, en tout cas, en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Europe fait? Qu'est-ce que la France fait par rapport à ça? Est-ce qu'on joue notre rôle ou nous attendons en suivistes et en marionnettes apeurées que les choses se passent sans nous? Il est là le problème. La guerre en Ukraine, l'été se termine. Il y a eu la contre-offensive avait commencé le 4 juin. Elle avait d'abord, avait été annoncée contre-offensive ukrainienne pour le printemps. Elle est en été. Là, on arrive en automne. Les Ukrainiens commencent à voir la première ligne de défense russe du côté de Verbovoye, le front de Zaporijjia. Finalement, tout ça a très peu évolué. Jusqu'à quand, cette guerre? Jusqu'à ce que M. Trump ou M. Biden ou Mme Harris soient élus ou pas élus. Moi, je crois que, en tout cas, c'est l'élection américaine qui va être décisive. Oui. Les élections américaines vont être décisives pour une raison très simple. C'est le poumon d'oxygène est où pour l'Ukraine? Où est la manne céleste? Évidemment, il y a l'Europe avec ses centaines de milliards, mais c'est l'Amérique. Rappelez-vous quand même, vous le savez au moins aussi bien que moi, Régis, que Zelensky était prêt à un accord avec les Russes en mars 2022, un mois après l'invasion. Boris Johnson est venu en disant « on n'en a pas question ». C'est ce qu'avait dit le Premier ministre israélien Bennett, l'ancien Premier ministre. Exact, Naftali Bennett. Qui était là et qui a dit « oui, mais on leur a dit surtout ne bougez pas ». Comme d'ailleurs Angela Merkel et François Hollande ont admis que les accords de Minsk, il n'était en aucun cas question de les respecter, puisqu'il fallait renforcer l'armée ukrainienne. Donc, malheureusement, et c'est terrible, parce que c'est là, moi, je ne sais pas, c'est pas une question d'être pacifiste ou pas, mais des milliers de gens meurent chaque jour, mais pour rien. Enfin, je veux dire, l'Ukraine, on sait très bien, on ne va pas revenir à l'histoire de l'OTAN et compagnie. Moi, j'ai parlé avec Roland Dumas, qui, au moment de l'effondrement de l'URSS, était avec Shevardnadze, avec James Baker et Gorbatchev, etc. Il était ministre des Affaires étrangères. Et il a dit, on n'a pas signé, mais on avait promis que l'OTAN n'arriverait pas à l'est du Dniepr, etc., etc. Et on a vu ce qui s'est passé. Bon, c'est Poutine, c'est Kennedy à la crise des missiles à Cuba en 62. Il a dit à Khrouchtchev, si tu m'enlèves pas les missiles. L'autre, si on lui dit les missiles seront à 3 minutes de la Russie. Voilà. Donc, si vous voulez, le truc terrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas une question de sauver la face. Ça va plus loin. C'est une question que c'est gelé parce que, et terriblement à dire, chaque parti, mais y compris la Russie aujourd'hui, la Russie sait très bien, elle sait très bien que la contre-offensive a échoué. Ils savent très bien, les Ukrainiens aussi, ils savent très bien que s'ils peuvent bouger, ce sera à la marge. Mais contrairement à ce qu'ont dit tous nos généraux de plateau, qu'on voit 24 heures sur 24 à la télévision, tout le monde sait que, en fait, pour moi, c'est plié. Et ce qui est plié, c'est que le statu quo, à peu près, ne va pas changer. Sauf si on veut une guerre mondiale et nucléaire, ça c'est un autre problème. Bon. Donc, pourquoi ça continue? Pourquoi il n'y a pas de négociation? Pourquoi ils ne voient pas un statut qui permettrait à chacun de s'y retrouver? Ah non. Non, c'est pas le moment. Moi, j'ai une élection présidentielle, moi, USA, donc il n'est pas question de bouger. Moi, j'ai tel ou tel autre problème. Moi, j'ai à vendre mes armes et à vendre... voilà. Et moi, russe, je peux tenir encore la situation longtemps. J'ai aucun problème. Voilà. Donc, si vous voulez, malheureusement, et vraiment malheureusement, parce que c'est terrifiant de voir des gens mourir pour rien, c'est lamentable, cette guerre, et je ne vois pas comment ça peut s'arrêter demain. Vous avez trouvé la prise de parole de Nicolas Sarkozy courageuse? Je l'ai trouvé réaliste. Moi, je n'appelle pas ça du courage. Si vous voulez, quand on en arrive, franchement, à ce qu'un homme politique dit quelque chose qui est du bon sens, je ne suis pas sarkozyste pour un sou, non. Mais on appelle ça courageux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous sortez... Ça dénote par rapport à... Non mais Régis, on revient à notre discussion du début. Quand vous sortez des sentiers battus, des passages cloutés et des balises, vous êtes courageux. Courageux? Non, vous n'êtes pas courageux. Vous dites les choses. Et voilà, il a dit les choses, Sarkozy. Trump, vous êtes le seul Français à l'avoir interviewé.
C'était pour Valeurs Actuelles, je crois. C'est ça, oui, voilà. à l'époque. Voilà, juste avant son élection, et l'un des seuls aussi à avoir prédit sa réélection. Est-ce que vous le voyez revenir l'an prochain? Écoutez, ça va être très intéressant, ça, parce que c'est vraiment un film de Sergio Leone. C'est, j'allais dire, règlement de compte, OK Corral, c'est quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que Trump, c'est intéressant parce que c'est un cas à part, c'est-à-dire qu'il aurait pu très très bien continuer avec ses jets privés à faire de l'immobilier et être milliardaire. Il s'est jeté dans cette bataille et depuis 2015 et ça continue. Alors de deux choses l'une, où effectivement tous ceux qui veulent sa mort, qu'elle soit physique ou pas, qui ne veulent absolument pas qu'il se représente, parce que c'est vrai qu'il a des chances, en tout cas, je ne dis pas qu'il va gagner, mais il a des chances, eh bien, vont tout faire pour l'empêcher de se présenter. Tout. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, à tout point de vue, toutes les guerres juridiques, etc., etc. Ça va peut-être le couler financièrement, ça, d'ailleurs. En tout cas, ça va l'ébranler financièrement, mais enfin, je crois qu'il a un peu de répondant encore. Vous savez, c'est comme Elon Musk, quand il a pris Twitter aussi. Oui, bien sûr. Ils ont du répondant. Enfin, là, il fait prendre un mugshot dans la prison, voilà. Il capitalise et il lève 7 millions de dollars avec le mugshot. Ces gens-là savent faire de l'argent, quand même. C'est vrai, c'est assez remarquable. Ils ont ce don-là. Hein, de dire, bon. Donc, je crois que non, de ce point de vue, il va réagir, mais ils vont tout faire. Mais effectivement, cet acharnement-là, vous l'avez dit, là, avec le mugshot, se retourne aussi contre eux, parce que beaucoup de gens se disent, attendez, vous exagérez un peu. Surtout quand on voit, et on revient à ça, la différence de traitement entre la famille Biden, dont on connaît la pureté, dont on connaît l'honnêteté, dont on connaît l'intégrité, hein, depuis Burisma et compagnie, et dont on connaît l'Immaculée Conception, eh bien, eux, on leur fait un traitement de faveur, que ce soit chez nous ou ailleurs. D'ailleurs, je crois que vous êtes à peu près l'un des seuls à avoir parlé des affaires Biden en France en termes de médias. Il y a 3 ans. Oui. Au moment du confinement, on a eu le rapport Biden, etc. Et je me rappelle, je me dis, ben, tout le monde va en parler. Oui, ça en parle. Silence radio, ou silence télé, ou silence parfait. Ouais, bon. Donc, pour revenir à ça, je me dis, mais attendez, d'où vous faites ça? Donc, et ça va être très intéressant. Mais alors, vous savez, ça va poser le problème qui est, comme chez nous, Régis, qui est un vrai problème, c'est le problème d'élection et du trucage. Je ne dis pas que ça a été truqué, je dis que, alors moi, j'ai une conviction absolue, c'est que les élections, c'est un homme ou une femme, un vote. C'est pas d'élection par Internet et pas d'élection numérique, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, et je connais des hackers, des grands hackers, qui m'ont expliqué comment on peut truquer sans que personne n'y voit rien, mais rien, et pas d'élection par correspondance. C'est évident. Si vous voulez, tant que vous aurez cette possibilité, que ce soit en France, en Amérique ou au Zimbabwe, de truquer les élections par le numérique et par la correspondance, et c'est ce que veut d'ailleurs, c'est ce qu'a demandé Robert Kennedy Jr., le candidat démocrate. Là, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump, moi ce que j'aime chez lui, vous savez, j'ai dit quelque chose, ça a choqué beaucoup de monde, mais je le pense, je dis que les deux personnes aujourd'hui, hommes d'État, et ça va, vous voyez, par rapport à la désoccidentalisation, à garder, et ça a l'air un paradoxe, mais ça ne l'est pas, les vraies valeurs occidentales, c'est Trump et Poutine. Je pense vraiment. Pourquoi? Parce que vous avez des axes que les gens ont perdus. Cette spiritualité, cette idée de dire, attendez, il y a les nations, elles se fondent à la fois sur le réel et sur le spirituel. Et ben voilà. Alors je ne dis pas, c'est pas des héros. Trump et Poutine, c'est loin d'être des anges, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est clair. Mais là, c'est le pragmatisme. Donc Trump, est-ce qu'il a des chances de gagner? Probablement. Maintenant, est-ce qu'il pourra se présenter? Ce n'est pas sûr. Alors, on va parler, pour terminer, puis ensuite on parlera juste à la fin de votre actualité. Tucker Carlson, nouveau phénomène médiatique, enfin pas nouveau, mais là qui commence à prendre une proportion incroyable. Débat des Républicains, 20 millions de personnes devant leur télé. Trump parle à Tucker Carlson dans le même temps, 200 millions. 220 millions. 220 millions. Là, il est allé interviewer le Premier ministre serbe, il était avec le Premier ministre hongrois, il a demandé à voir Poutine. Ouais, il a même expliqué on a su que la Security Agency a su qu'il correspondait avec Poutine et il lui a posé des questions. Quoi. Oui, voilà. Donc lui, il commence à... C'est un nouveau... C'est intéressant et pour nous, et pour Omerta et pour d'autres, c'est intéressant pour l'univers des médias. Parce que je trouve que, quel que soit, il y avait quand même 7 candidats à la présidence républicaine. Donc le débat de Fox News,
qui est une chaîne média mainstream qui marche très fort. Et qui a viré Carlson. Et qui a viré Carlson, absolument. Alors, vous savez, une anecdote, mais ça vaut le coup de raconter. Vous savez combien touchait Carlson? Ça vous fait rêver, moi aussi. Carlson touchait à Fox News 2 millions de dollars par mois. Par mois. Il touchait 20 millions de dollars par an. Et donc, il le vire et il dit, écoutez, comme vos contrats allaient jusqu'en 2025, on va continuer à vous payer 2 millions de dollars par mois jusqu'en 2025, mais vous n'allez nulle part. Et Carlson, eh ben, il a dit, non, oui, je comprends, j'aurais pas ces 2 millions de dollars, c'est quand même pas mal hein, par mois. Il est allé chez Musk, il fait son émission sur X, Twitter, et c'est là où, au-delà de Musk, c'est-à-dire qu'une chaîne, aujourd'hui, alternative, alors je dis pas que ça va t'y rêver tout le temps, c'est pas pour demain, Roberta, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, arrive à faire 220 millions en même temps que Fox News à les candidats républicains. Ouais. C'est très intéressant, en tout cas. Ça veut dire que ça veut dire au-delà des personnages, c'est-à-dire que des gens sont prêts aujourd'hui à basculer, et ils ont déjà basculé en partie, dans les médias alternatifs. Et ça, c'est, en tout cas, je dis pas que c'est fini, je dis pas que les autres vont disparaître, loin de là, mais c'est à méditer. Alors, parlons-en, quelque chose qu'on construit ici, d'ailleurs, dans cette salle. Là, nous sommes dans un décor particulier, mais d'habitude, vous êtes avec des fauteuils, ça fume, il y a le piano derrière moi qui joue. Ça fume, ça mange. Ça mange, ça converse, et là, ça recommence. Ça recommence quand? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les nouveautés cette année? Bah écoutez, donc on va reprendre le dernier verre, 2 fois par mois, peut-être autour de thématiques, justement, toujours avec cette espèce de liberté. Vous savez, Régis, ce qui m'a vraiment frappé, parce que Omerta est un jeune média, les gens ont été extrêmement sensibles à l'atmosphère. Alors, les plus vieux, les plus âgés me disaient « Ah, ça me rappelle Pollack, ça me rappelle José Arthur. » Alors vraiment, ils étaient contents parce que ça fait 20 ans qu'ils n'avaient pas vu une atmosphère comme ça. Et puis les plus jeunes, ils disaient « Ah oui, on peut fumer, on peut boire, c'est incroyable, à la télé. » Et puis le contenu, on avait des gens qui étaient quand même assez forts, vous les connaissez, de Caroline Galacteros à Pierre Conessa, à d'autres, et des gens qui avaient des choses à dire et qui ont des choses à dire. Donc ça restera ça, mais en revanche, on va organiser ça autour de thèmes. Chaque fois, un thème, comme ça réunit et ça fait débat aussi par rapport à ça. Et peut-être introduire plus, parce que c'est quand même le bar, c'est quand même le dernier verre, peut-être des chanteurs, des humoristes, un peu plus comme ça, qui viendront faire comme ça soit une soirée. Vous savez, moi je dis aux gens, vous êtes chez vous, est-ce que votre bouteille est prête? Vous avez un, vous vous asseyez et allez, on va faire la fête ensemble. C'est vraiment ça, pendant 1h30. Et voilà, donc on va essayer de renforcer à la fois le côté festif et puis le côté thématique de façon à avoir. Et puis à part ça, je ferai 2 entretiens par mois, en dehors donc du dernier verre, avec des personnalités, et on va les creuser. Quand je dis on va les creuser, ça veut dire que l'idée n'est pas de dire alors qu'est-ce que vous pensez simplement de votre rôle dans le ministère ou ailleurs, que ce sera du politique ou autre, mais c'est d'aller un peu plus loin, d'essayer d'aller un peu plus loin. Et le décor du dernier verre permet ça. Si vous voulez, on est au coin, là, allez, entre nous. Donc ce sera pendant le dernier verre, au début ou à la fin, vous aurez... Non, ce sera une émission qui s'appellera... Ce sera différente. D'accord. Il n'y aura pas... Non, ce sera une émission d'1 heure, mais où on sera 2 au lieu d'être en environnement. On verra si les gens ont envie de fumer ou pas, mais ce ne sera pas le problème. Le problème, c'est, vous savez, allez, on est entre nous maintenant, racontez-nous. Bien sûr. Voilà. Et vous nous donnez rendez-vous quand? Eh bien, écoutez, si tout va bien, entre le 15 et le 18 septembre, vers le 15 septembre en tout cas. Merci André Berkoff. Merci à vous, Régis. Et donc on vous retrouve pour très bientôt. Merci à vous, auditeurs d'Omerta, abonnés de notre plateforme et de notre chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Bonne semaine.